Moi, le 13 novembre 2015, j'étais au Bataclan. J'étais dans la fosse. J'étais au début de la fosse, vers la table d'ingé son. Je fais partie des dernières personnes à s'être enfuies. J'étais dans une zone où vraiment, il y a eu que des morts, en fait. Voilà. J'étais venue seule au Bataclan. Et je me suis enfuie toute seule. J'ai développé très vite un psychotrauma. On s'est assez vite aperçu, ma psychologue, mon psychiatre et moi-même, que j'avais ce qu'on appelle le syndrome du survivant. C'est-à-dire que je me sentais pas trop le droit de me la ramener parce que j'étais vivante. Et en plus, moi, j'ai pas été touchée par balle. On a essayé de me tuer plusieurs fois. On a essayé de nous tuer... On a tiré vers là où j'étais collectivement, mais il y a eu des moments où moi, on m'a visé plusieurs fois. J'ai senti des allers-retours de Kalachnikov plusieurs fois autour de moi. Donc malgré ça, malgré le fait que j'ai vécu une expérience horrible et qu'on a vu des horreurs, comme les gens en terrasse, je me sentais pas trop le droit de me la ramener. J'ai aussi entendu de la part de certaines personnes, des amis ou autres, « Ah mais ça va, t'es vivante. Ah mais ça va, c'est fini maintenant. » Ce genre de phrases, hélas, elles peuvent venir assez vite. Elles sont absolument indélicates et elles vous empêchent en fait de vous confier et accentuent aussi le décalage. C'est vraiment quelque chose qui est très récurrent. Même les gens qui étaient en terrasse ou des gens qui ont été blessés par balle ou des gens endeuillés, on est en décalage. Et le syndrome du survivant vous empêche aussi quelque part d'être un peu en phase avec des choses du quotidien ou des personnes. En fait, le syndrome du survivant, il n'est pas explicable. Mais de toute façon, à partir du moment où on est sorti du Bataclan vivant sur nos deux jambes, on est absolument conscient qu'on a énormément de chance de ne pas avoir été touché par balle. Enfin, tout le monde est unanime. Oui, on a de la chance. Enfin, c'est évident. Je me suis rapprochée d'une association où il y avait beaucoup de gens endeuillés, de parents beaucoup, pour la plupart de parents endeuillés. Et on s'est là aperçu aussi avec le temps qu'il y avait un réel décalage, même s'il y a des points communs, il y a l'état de sidération, il y a la douleur, la souffrance d'avoir été touché par les attentats. Mais ils n'ont pas de psychotrauma et ils n'ont pas de syndrome du survivant. Donc, hélas, pour certains aspects de l'après des attentats, ils ne se rendent pas vraiment compte de certaines choses. J'ai entendu de la part d'autres victimes des attentats, de victimes directes, qui étaient souvent au Bataclan comme moi, dire « Ah ouais, j'ose pas aller parler aux parents endeuillés. Ouais, ils ont perdu leur fille, elle était plus jeune que moi, j'aurais pu être sa mère. » Je trouve que cette phrase-là, elle est aussi assez typique et elle illustre le syndrome du survivant aussi. Et le syndrome du survivant, je l'ai toujours d'ailleurs. Des années après, je l'ai toujours. Oui, il s'illustre autrement dans d'autres situations. En fait, j'ai appris à éviter des situations qui le réveillent, ce syndrome-là. Mais comme finalement, ma peur, mon anxiété dans les transports en commun, c'est pour ça que je fais plein de choses en voiture, c'est que j'évite des situations qui pourraient créer une angoisse ou du stress et tout. Et par exemple, j'ai toujours ce syndrome, par exemple, lors de certaines démarches administratives ou quand il a fallu passer devant un médecin expert du FGTI et qu'il faut parler comme c'est le préjudice intégral, vous abordez toute votre vie avant et après, tout ce qui a changé depuis le 13 novembre 2015. Et bon, en plus, moi, je suis d'un tempérament, j'aime pas trop me plaindre. Je trouve que on tombe dans le pathos. Je suis plutôt un tempérament à serrer les dents, à me taire Mais devant donc ce médecin expert qui est justement là pour entendre tous nos mots MAUX, j'osais pas trop me la ramener, c'est ce que j'avais dit à mon avocate avant. Et elle m'avait dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est justement le jour et lui il est fait pour justement entendre le psychotrauma, tout ce que ça a engendré chez vous, dans votre vie, le fait d'avoir quitté Paris par exemple. Il y a un peu plus un an et demi, je me suis entre guillemets laissée aller à me confier auprès d'une dame. C'était au moment du procès ou juste après. Je disais que j'étais triste quand même un peu d'avoir quitté Paris, d'avoir quitté mes amis, parce que socialement, ma vie a beaucoup changé. Il n'y a pas que la vie culturelle à Paris qui a changé, et mes loisirs, etc. Mes amis, je les vois quasiment plus, puisque j'ai déménagé.
Et donc, je me suis laissée aller à me confier un petit peu et je lui dis, après, j'ai déménagé, je suis en vie et je suis pas dans un fauteuil roulant. Et elle a pris un air pincé, elle a fait, oui, bah, je sais pas le dire. Donc voilà, donc là, ce décalage et le fait d'être en vie, justement, sur nos deux jambes et de pas être blessé par balle, et donc d'avoir finalement une blessure invisible, si je puis dire, même si elle s'illustre avec des crises d'angoisse, des peurs la nuit, etc., ça crée il y a un net décalage et une incompréhension. Je pense qu'il y a une certaine pudeur, oui. J'ose pas décrire tout ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, même à des gens qui me sont proches, parce que je me dis je vais les épargner. Je me dis même moi qui y étais, c'est insupportable. Je vais pas vous cacher que c'est très compliqué. Les images, elles s'en vont pas comme ça. Mais je me dis, les gens qui n'y étaient pas, qui imaginent leur enfant ou des gens qu'ils aimaient, je me dis, oui, c'est pour épargner les gens. Et aussi, c'est vrai qu'il y a une dimension presque intime, c'est vrai. Même dans le fait de donner l'information qu'on était dans les attentats, je trouve que c'est très très privé, c'est même un peu intime. Ça m'agace quand des gens se permettent de dire à ma place que j'étais au Bataclan. Ça, c'est quelque chose, je trouve ça très déplacé. Et je pense qu'hélas, les victimes de viol ou d'abus dans leur enfance ont peut-être aussi la même pudeur. Mais c'est marrant parce que, vous voyez, il y avait une médaille qui a été créée, la médaille des victimes de terrorisme. D'ailleurs, c'est très bizarre, c'est à nous de faire la démarche pour demander la médaille. Déjà, je trouve ça très curieux de donner une médaille quand, vous voyez, un héros de guerre, quelqu'un qui a, par sa décision, par son libre arbitre, s'est mis en risque lui-même, et par lui-même, pour sauver des gens, pour protéger des gens, ça oui, on peut lui donner une médaille. Mais, je sais pas, c'est assez gênant d'avoir une médaille parce qu'on est victime. Enfin, c'est bizarre. Et moi, je me sens pas justement... je trouve pas ça adéquat d'avoir une médaille parce qu'on est victime d'attentats. Je trouve ça curieux. Voilà, pour le coup, je dirais, je sais pas si je la mérite. Enfin, c'est... La personne, il y a quelqu'un, il s'appelait Didi, un gardien, quelqu'un qui était chargé de la sécurité au Bataclan. Il a vu les terroristes rentrer dans la salle et lui, de son propre chef, il est rentré dans le Bataclan et il a sauvé des gens. Il aurait pu s'enfuir. Mais non. Lui, qu'on lui donne une médaille, c'est autre chose, vous voyez. Mais nous, qui étions au Bataclan ou en terrasse, parce qu'il n'y a pas que le Bataclan, ou au Stade de France... je trouve ça curieux. Je trouve pas ça approprié, voilà, c'est ça. C'est inapproprié. Et c'est un énorme décalage entre aussi l'absence de suite de soins, de coordination des consorts de Paris, et même au niveau administratif. C'est bien, je trouve que c'est une opération un peu de communication, de marketing politique, et au final, ça ne suit pas du tout dans l'ensemble du territoire. C'est aux victimes de faire... les 2/3 des démarches, même d'expliquer parfois à des agents administratifs ce qui a été mis en place pour les victimes d'attentats. Et très franchement, ça serait plus pertinent à mon sens de faire d'œuvrer au niveau administratif, institutionnel, que de faire une médaille. Finalement, je le cache maintenant. Le fait d'être au Bataclan, je le cache. Et je le dis quand je suis certaine, quand je connais vraiment la personne. Je ne vais pas vous cacher qu'au niveau social, amical, mais je ne dois pas être la seule victime d'attentat à vous le dire, le cercle d'amis change, hein, le cercle de relations humaines, si je puis dire, change. Même au niveau familial, il y a des gens que je ne vois plus. Et ça m'est arrivé de le dire à des nouveaux amis, mais je ne l'ai vraiment pas dit tout de suite. J'attends plus vraiment de le dire parce que on apprend à se protéger aussi avec le temps. Par contre, il y a quelque chose qui est récurrent, c'est que je me sens toujours désolée. Et je le dis même quand je vais déposer un dossier, par exemple, je suis ressortissante de l'ONAC-VG, parce que le Bataclan m'a mise aussi dans une situation professionnelle et donc financière très ennuyeuse. Et quand je vais déposer un dossier de demande d'aide financière à l'ONAC-VG, je me sens désolée, je dis merci au moins 3 fois dans mon mail. Idem quand je vais dans un service médical ou dans un bureau administratif ou autre, je me sens désolée de déranger les gens. Comme je suis pas en fauteuil roulant, j'ai pas une poche gastrique, je suis pas défigurée, je m'excuse toujours autant. En fait, je me suis jamais autant excusée depuis le Bataclan de ma vie.
Le syndrome du survivant, il y a un lien parfois avec le sentiment de culpabilité. Il s'accompagne quand même... il est lié... Alors là, on est peut-être plus dans le côté psychanalytique, voire philosophique. Je trouve qu'il s'accompagne de la mort qui est récurrente après ça, après tel événement. Parce que il y a des gens qui ont eu des cancers, des AVC, qui parlent de ça, ils disent « je suis un survivant et tout ». Donc je pense que le fait de voir la mort, comme les accidents collectifs, ou de voir la mort de très très près, vous avez conscience que vous pouvez mourir à un tout instant et que c'est quelque chose qui est complètement extérieur à vous, qui est complètement extérieur de votre volonté. C'est pas comme quelqu'un qui fait des sports extrêmes ou qui consomme certaines substances illicites et qui va, entre guillemets, chercher le risque. Là, le risque de mort, il est complètement extérieur à nous. Je crois que je pense tous les jours au fait qu'on va mourir. Avant, j'y pensais pas. Là où j'étais, si vous voulez, quand je suis partie, il y avait plein de gens morts. Il y en avait plein. Les 2 seuls vivants que j'ai vus, ils ont été tués. J'ai vu leur portrait, vous savez, dans tous les portraits des attentats. Et j'ai eu le rapport de police quand ils ont fait la constatation des décès. Vous savez, quand ils ont déplacé les corps. Et je les ai reconnus, c'était un couple. La fille, elle avait mon âge. Quand vous voyez la mort, vous vous faites dessus. Et ça vous hante, ça vous suit. Parce que là où j'étais, si vous voulez, ils achevaient les gens d'une balle dans la tête. Et je suis vraiment partie au moment fatidique où il fallait partir. Et ça a joué d'être entre... Ça joue, je pense, dans mon syndrome. Ça joue dans le fait que je me dis j'ai énormément de chance d'être en vie. Mais même de ne pas être touchée par balle. Parce que... Mais vraiment, j'étais grosse, j'étais morte, moi. Donc je pense que ça... Vraiment, il y a des gens, ils m'ont dit, t'as eu des petits anges gardiens et tout. Donc je pense que ça joue dans mon syndrome. Il y a pas que des attaques terroristes comme expérience dure dans la vie. Mais là, on est vraiment allé à un concert, on a fini dans un bain de sang, c'était un massacre, c'était une horreur, je souhaite ça à personne. Quelque chose d'important, c'est de faire une séance, d'avoir un suivi psychologique. Et votre psychologue, psychiatre, et même, je pense que c'est bien aussi de voir un psychiatre, pas qu'un psychologue, un psychiatre, parce qu'il y a quand même un truc dans le cerveau qui se passe avec le psychotrauma. Soyez à l'aise. Il faut que vous soyez à l'aise avec la personne qui vous suit au niveau psychologique et psychiatrique. Moi, ça m'est arrivé de voir des psys au début. Je suis allée en voir d'autres. J'ai d'autres personnes qui ont changé de psy. Voilà. On n'est pas forcément tout de suite à l'aise avec un psy. Il y a la personne. Faut que vous vous sentiez bien, homme ou femme, quel que soit l'âge. On ne peut pas non plus rester enfermé chez soi ou avoir que des amis rescapés des attentats. Même si je comprends très bien les gens qui ont eu plein d'amis rescapés des attentats après le 13 novembre 2015, je comprends parce qu'il y a quelque chose d'implicite qu'on devine. Et c'est vrai que les gens, c'est très bateau ce que je vais dire, mais les gens qui ont vécu les mêmes choses que vous, ils comprennent.